Bonjour. Voilà, alors je m'appelle Jacques Issorel et j'ai soutenu ma thèse en décembre 1986. J'étais à ce moment-là maître assistant, une catégorie qui a disparu, à l'université de Perpignan, qui ne s'appelait pas encore Université de Perpignan via Domitia. Et j'ai préparé cette thèse sous la direction de Edmond Cross, hélas disparu, qui était professeur à l'université de Montpellier. Donc en décembre 86, et j'ai commencé à la préparer en 1976. En fait, je suis entré à l'université en 71. J'avais 30 ans. Et Edmond Gross, qui était spécialiste de picaresque, qui avait fait une thèse sur Guzmán de Alfarache et de Matteo Aleman, m'a d'abord proposé de travailler sur roman picaresque mexicain, parce qu'à ce moment-là, il s'intéressait aussi au Mexique, qui est un esprit très ouvert. Et le Mexique, il m'a proposé El Periquillo Sarmiento. Bon, je connaissais pas du tout cette œuvre. Je l'ai lu pendant les vacances et vraiment, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Alors, je lui ai dit à la rentrée et il m'a dit, ben, écoute, puisque tu aimes la poésie, il y a un poète mexicain très intéressant qui est Javier Villaurrutia. Et donc, je me suis procuré les œuvres et j'ai commencé à étudier cette œuvre qui était tout à fait estimable. C'était poète, dramaturge. Bon, et puis les années sont passées, j'ai continué à travailler. J'étais jeune enseignant à l'université, passionné aussi par mon métier. Donc je faisais les deux, mais je n'étais pas passionné par cette recherche. Au bout de quelques années, je voyais assez régulièrement Edmond Gross. Je lui ai dit, non, je préférerais quand même travailler sur l'Espagne. Et j'avais vu dans les langues néo-latines, plusieurs années auparavant, un compte rendu d'un petit livre publié par une étudiante de l'Institut hispanique de Paris sur Fernando Villalón, poète andalou. Et cette petite, c'était une petite critique, m'avait frappé. Et je m'en souvenais. Et je me suis dit, tiens, il y a ce poète-là qui a été éleveur de taureaux de combat, ruiné, et qui, à un âge où certains poètes ont déjà produit, sinon toute leur œuvre, du moins la grande partie, lui se met à publier de la poésie. Et comme je connaissais Marie Lafranc, qui était à Toulouse, je lui en ai parlé, elle connaissait Villalón, et elle m'a dit, mais j'ai une anthologie, je te l'envoie. Elle m'a envoyé cette anthologie, me l'a prêtée très généreusement, parce que c'est un livre rare maintenant, qu'on ne trouve que chez des marchands d'occasion de beaux livres. Et donc j'ai été séduit, j'ai trouvé ma vocation, et ma vocation de chercheur, et j'ai commencé à travailler sur Villalón. Mais enfin, comme il fallait à l'époque, pour rester dans le supérieur, être inscrit dès qu'on pouvait sur la LAFMA, ce qu'on appelait la LAFMA, liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant, parce que quand je suis entré à l'université, on remonte là au temps préhistorique, on commençait en étant assistant. Alors j'étais agrégé, j'étais assistant, et il fallait, au bout de, je ne me souviens plus combien d'années, produire déjà les prémices de sa thèse, c'est-à-dire il fallait produire environ 100 pages,
quitte ensuite à changer. Hein, on pouvait éventuellement, ces 100 pages, les abandonner, les modifier, mais il fallait produire 100 pages. Ces 100 pages étaient examinées par une commission, c'était des collègues qui faisaient partie de ce sorte de jury, et qui décidaient si on pouvait être inscrit sur la LAFMA, liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant, ou pas. Si on n'était pas inscrit, il fallait recommencer, corriger, etc. Et donc, j'ai préparé ce travail, j'ai produit mes 100 pages et j'ai été inscrit sur la LAFMA. Et donc, j'étais tranquille, j'étais assuré non pas d'avoir un poste, je n'avais pas eu tout de suite, parce que c'était une époque où il y avait très peu de postes. Mais j'étais assuré de pouvoir rester dans le supérieur. Alors, il y a des gens qui sont restés assistants pendant des années et des années. Moi aussi, je suis resté, je sais pas combien, 7, 8, plus 10 ans, je sais plus. Bon, quand il y a eu un poste de maître assistant, je l'ai eu, et donc j'ai continué. Et c'est après qu'on passait maître de conférence quand il y avait un poste. Et enfin, on entrait dans le sein des cinq quand il y avait un poste de professeur. Voilà. Ou alors on partait ailleurs s'il y avait une vacance. Voilà. Mais moi, j'ai fait toute ma carrière ici, à l'université de Perpignan, de 71, de 1971 à 2003, année où, comme selon l'expression, j'ai fait valoir mes droits à partir en retraite. Voilà. Les droits plus que mérités. J'espère. Alors, oui. Alors, Oui. et Alors, donc on va rentrer dans le sujet, dans on le va vif du rentrer dans le sujet. sujet. Alors peut-être ce serait le bon moment pour lire la première phrase de la thèse, qui, si Alors, j'ai bien compris, est double, cette première phrase. oui, parce que j'ai fait d'abord un avant-propos et puis l'introduction proprement dite. Alors, l'avant-propos dit, comme beaucoup d'hispanisants, nous connûmes Fernando Villalón à travers les pages que lui consacre Rafael Alberti dans La Arboleda Perdida et dans Imagen Primera de, point de suspension. Nous fûmes frappés, lors de cette lecture, par ce personnage à la fois mystérieux et haut en couleur, conte, éleveur de taureaux, mage et poète, qui vécut intensément les fameuses journées de décembre 1927, quand, généreusement invité par Ignacio Sánchez Mejías, Lorca, Guillén, Alberti, Diego, Damaso Alonso et Bergamin vinrent donner récital et conférences à Séville. Première présentation du personnage, Voilà. avec cet avant-propos. Alors maintenant, nous passons à l'introduction. Alors, Villalón a commencé à publier en 26 et il est mort prématurément en 1930, 4 ans. Quand il commence à publier, il a l'âge que j'avais moi-même quand j'ai soutenu ma thèse. Et il a donc 45 ans. Et il devait déjà à cette époque, il était malade. Il avait des calculs rénaux. Et donc, peut-être a-t-il senti, ou consciemment ou inconsciemment, que le temps lui était compté. Et il a publié un premier livre en 26, un deuxième en 28, et le dernier en 29. Et il est mort en 1930. C'est pour ça que l'introduction commence par 3 livres. Donc, il a publié 3 livres, Andalucía la Baja, La Toriada et Romances de l'Ochocientos. Et ensuite, quand il est mort, il a laissé des inédits que j'ai eu la chance de retrouver à Madrid. Si tu veux, je pourrais t'en parler après. Et donc, ça a été une chance.
retrouver ces textes. Mais ma thèse portait sur les œuvres qu'il avait publiées, des trois. Donc l'introduction dit 3 livres, et puis ça m'est allé. Ainsi pourrait-on décrire en raccourci la carrière poétique de Fernando Villalón, né en 1881 à Séville, mort en 1930 à Madrid. Il publie son premier recueil, Andalucía la Baja, en 1926, à l'âge de 45 ans, puis La Toriada en 1928 et Romances de los 800 l'année suivante. On a la présentation complète de ce personnage, à la fois la présentation du personnage et puis la présentation de ses œuvres. Donc comme ça, on a une vision complète, non, de Villalón. Alors ça, c'est le premier tome de l'exemplaire avec lequel j'ai soutenu, que j'avais donc dactylographié moi-même sur ma petite machine à écrire un chapitre. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et ensuite, donc, je l'ai soutenu en 86. Et je n'ai pas voulu que ce travail qui m'avait occupé et passionné pendant 10 ans demeura dans des placards. Et donc, je l'ai fait imprimer à mes frais. J'ai reçu une petite aide de l'université de Perpignan et l'université où j'avais soutenu, l'université Paul Valéry à Montpellier, m'a accordé aussi une petite aide. Voilà. Alors c'est l'exemplaire imprimé et qui porte quand même Université de Perpignan en bas, comme une sorte d'éditeur, mais en fait, l'Université de Perpignan n'était pas l'éditeur c'était moi. Et ensuite, j'ai fait un peu de publicité auprès des hispanistes, il y a eu des comptes rendus en Espagne, un peu partout, et je l'ai vendu moi-même, je faisais des paquets, je l'envoyais. Alors, des libraires me l'ont acheté en France, à l'étranger, des bibliothèques, voilà, ce qui fait qu'il me reste encore des exemplaires, mais j'en ai vendu plus de 300. Voilà, qui ont été vendus. Mais s'il y a des hispanistes intéressés, je me ferai un plaisir de leur envoyer parce que j'ai encore des exemplaires. Alors, comme on est justement rentré dans le vif du sujet, maintenant, on va en venir à la question de ce que tu as cherché à démontrer dans cette thèse. En d'autres termes, quelle était la thèse de cette thèse? Ou un résumé peut-être très général du cheminement de cette thèse, enfin, de ce que tu y démontres, de ce que tu y évoques sur l'œuvre, ces trois ouvrages Oui. de ce poète un peu fantasque, Fernando Villalón. Ouais. Bon, ce que je démontre, je ne soutiens pas une thèse révolutionnaire sur Villalón. Sur Villalón, comme tu l'as dit, personnage un peu fantasque, un peu extraordinaire, puisqu'il était noble. Son père était conde de Miraflores de Los Angeles et avait encore d'autres titres. Donc, il a transmis ce titre de comte à son fils aîné, qui était Fernando. Il a transmis un titre de marquis qu'il avait à son deuxième fils. Ensuite, il n'y a plus d'autres enfants. Et donc, il était noble, mais c'était un homme extrêmement simple qui a jamais utilisé son titre. Il signait toujours Fernando Villalón, jamais Conde de Miraflores de Los Angeles. Donc, je n'ai pas eu à démontrer que ce qui avait été écrit jusque-là était erroné, était faux, non. Simplement, comme il était un peu extraordinaire, il y avait eu pas mal d'articles de journaux, de revues, qui toujours répétaient la même chose, que quand il était éleveur de taureaux, il voulait produire une race de taureaux aux yeux verts. C'était faux, parce que lui-même était farceur.
il aimait bien plaisanter avec ses amis, raconter des blagues, raconter des histoires comme ça. Et il faisait soi-disant de la magie, mais jamais de la magie noire. Hein. Mais il n'y croyait pas trop lui-même à tout ça. Voilà. Il amusait la galerie. Hein. Voilà. Donc, mon propos a été de montrer que derrière cette façade un peu d'amuseur littéraire, il y avait un vrai poète. Et un poète qui avait toute sa place dans la génération de 27. Alors, je sais bien que depuis, on a dit que la génération de 27 n'existe pas, que ça n'a jamais existé. Enfin, c'est une façon commode, au moins, de désigner ce groupe de poètes qui, à une même époque, ont produit ensemble et en plus ont été des amis. Et donc, j'ai étudié cette œuvre pour en montrer toute la force, la cohérence et la beauté. Voilà quel a été mon propos. Alors, dans cette thèse, j'ai étudié les 3 livres publiés par Fernando Villalón. Je les rappelle: Andalucía la Baja en 1926, La Toriada en 1928 et Romances del 800 en 1929. Dans ces 3 livres, il offre une vision originale de l'Andalousie, de sa terre andalouse, non seulement de la terre, mais aussi de l'histoire, des paysages, des hommes, bien sûr, des musiques, et pas seulement le flamenco, et aussi des animaux, et pas seulement le taureau. Et alors, mon étude s'est efforcée de ne laisser dans l'ombre aucun des aspects de l'œuvre de Fernando Villalón. C'est pourquoi je me suis attaché en même temps à la forme et au fond. À la forme avec toute une série d'analyses pas de tous les textes à fond, mais enfin, tous les poèmes apparaissent dans mon étude. Et donc, j'ai essayé de dégager les lignes de force qui traversent ces 3 livres. 3 livres qui sont de nature différente, comme nous allons le rappeler. L'une de ces lignes de force, peut-être la principale, c'est l'authenticité. Villalón se détourne sans cesse du pittoresque, du clinquant, au profit de la célébration de l'Andalousie profonde, de l'Andalousie cachée. En particulier, par exemple, il accorde toute son attention aux petites gens, aux petits métiers. Et cette originalité se manifeste aussi quand il aborde le thème du taureau. Alors on sait qu'il a été éleveur de taureaux pendant plus de 20 ans, ganadero de toros bravos, et il y a perdu sa fortune. Et c'est au moment où il se retire de cette activité qu'il commence, non pas peut-être à écrire, mais en tout cas à publier. Puisque quand il vend ses derniers taureaux au torero Belmonte, cette même année-là, il publie Andalucía la Baja. Et là aussi, cette authenticité, c'est ce que j'ai essayé de montrer, cette authenticité consiste à éviter absolument le morceau de bravoure, la corrida, le triomphe du matador. Par exemple, le fameux romance de Lorca, en la corrida más grande que se vio en Ronda la Vieja, 5 toros de azabache con divisa verde y blanca, et il fait de l'anti-Lorca complètement. C'est un très beau romance, magnifique, celui de Lorca, mais Villalón prendra toujours le contre-pied de ce côté.
Et quand il parle de ce qu'on appelle la fiesta nationale, c'est pour en montrer l'envers du décor, et souvent le côté pitoyable. En revanche, il donne toute son attention, sa passion à l'exaltation de la beauté du taureau dans son habitat naturel, sauvage, qu'est la marisma. Alors, cette poésie du taureau nous met en présence aussi d'un des aspects, des lignes de force essentielles de Villalón, qui est l'anticonformisme. Il a été, dans sa vie déjà, un anticonformiste. Et donc, j'ai utilisé sa biographie quand c'était nécessaire. Je n'ai pas non plus essayé de faire la vie et l'œuvre. Anticonformiste, puisque cet aristocrate, fils aîné du comte de Miraflores de Los Angeles, et à ce titre héritier d'une grande partie des domaines de Don Andrés, son père, qui lui aurait permis de vivre de façon très, très, très agréable et très aisée toute sa vie, au lieu de devenir, comme son père, un grand propriétaire, un bon gestionnaire, lui, il va vendre à tort et à travers, et puis il va se ruiner finalement. Et cet anticonformisme, on le retrouve dans les thèmes de nombre de ses poèmes, où il apporte plus que son attention, sa sollicitude aux marginaux, les gitans, les vagabonds, les braconniers, les contrebandiers, et même quelquefois toute sa compréhension envers les bandits du 19e siècle, qui souvent n'étaient que de pauvres garçons, de pauvres hommes qui n'avaient pas pu faire mieux que devenir bandits. Et alors, chez Villalón, autre ligne de force, c'est un homme qui, à l'instar des autres poètes du groupe de 27, a su maintenir l'équilibre entre la tradition et l'esthétique nouvelle. Et cela, on le voit en particulier à travers le titre de la revue qu'il crée en 1927 en compagnie de Adriano del Valle et Rogelio Buendía, d'abord à Huelva, puis la revue est transférée à Séville, Papeles y Luyas, sous-titre Hojillas del calendario de la nueva estética. Et donc, Villalón fait partie intégrante de cette génération de 27, mais en même temps, il y occupe une place à part. Et là aussi, j'ai essayé de souligner cette originalité vis-à-vis de ses amis, puisque c'était un groupe d'amis. Il est le seul, par exemple, à s'intéresser à l'ésotérisme, à la magie, à la sorcellerie. Pas la sorcellerie noire, hein, non. Et non seulement à s'y intéresser dans sa vie, mais aussi à l'intégrer dans sa poésie. Et il est aussi le seul à s'aventurer dans des domaines tels que l'histoire ou l'écologie. La Toriada est un beau poème, mais en même temps un plaidoyer non didactique en faveur du milieu naturel, la préservation du milieu naturel, à une époque où le mot écologie n'existe pas, ou simplement dans des traités très savants, mais personne ne le connaît. Donc c'est un écologiste avant la lettre. Et son originalité tient aussi, surtout peut-être, au lien qui le lie à la terre, qui l'unissent à la terre. Et dans cette génération de citadins, que sont les autres, de professeurs, lui, dans une lettre à Gerardo Diego, se définit comme campero,
Il dit, je suis un campero, c'est-à-dire je suis un paysan. Et d'ailleurs, ce lien avec la terre a été admirablement défini par Cosillo, qui était très ami de Villalone. Alors, ce sont deux brèves lignes que je vais lire parce qu'elles sont admirablement rédigées. Et donc, il traduit ainsi cette force qui unit Villalone à la terre, una fuerza de emoción directa, vivida, que nos da la impresión de ser los versos como un producto natural del campo sevillano, como una concreción de su ambiente y de su luz. Cosillo était un grand prosateur, un homme extrêmement sensible. Voilà. Et tout cela fait de Villalone, fait que la poésie de Villalone est, comme l'a défini un autre critique qui a été aussi un très bon poète sévillan, mort il y a quelques années, Fernando Ortiz, il a dit la poésie de Villalone est mémorable, dans le sens que c'est une poésie qui, quand on l'a abordée, quand on l'a lue, quand on l'a aimée, reste dans la mémoire. C'est une poésie. Et ce qui explique que maintenant, bientôt 100 ans après sa mort, 1930, Villalone est toujours lu. Alors évidemment, ces éditions ne sont pas vendues comme le dernier Planeta, hein, mais Villalone est toujours présent. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé modestement de montrer dans cette thèse. C'est une tâche d'envergure, hein, tout de même. Alors, peut-être qu'on pourrait évoquer, c'est peut-être un peu anecdotique probablement, mais quand même, j'imagine que ça fait partie du parcours de tout chercheur, et donc a fortiori, quand on fait une thèse, un doctorat d'État qui est plus long que les thèses d'aujourd'hui, disons, puis qui est peut-être un parcours aussi, ne serait-ce qu'en termes même professionnels. Enfin, tu nous parlais au début des échelons qu'il fallait gravir avant d'arriver maître assistant, puis maître de conférence, etc. Donc, quel que soit le niveau, est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant cette thèse et comment les as-tu dépassées, peut-être? On pourrait quand même évoquer ça, ne serait-ce que brièvement. Ouais. Bon, des difficultés, comme tout chercheur, j'étais face à la page blanche. Il fallait tout produire. Mais sinon, difficulté, non. Et j'avais une image, cette image, pendant que je travaillais, j'avais l'impression d'entrer dans un palais, d'être dans un palais. L'œuvre de Villalone, c'était un palais, mais un palais immense. Je savais qu'il y avait des richesses dans ce palais, mais il était dans l'obscurité. Et donc, j'avançais, et des lumières s'éclairaient. Et peu à peu, j'avançais et les lumières s'éclairaient. Et je voyais des trésors, je voyais des merveilles, et je continuais à avancer. J'avais cette image, et j'ai progressé comme ça. C'est-à-dire que j'ai connu des collègues qui, avant de commencer à écrire la première ligne, avaient déjà fait un plan extrêmement détaillé, avec première partie, premier chapitre, et qui arrivait, et qui s'y tenait. Moi, non, je n'ai jamais comme ça. Alors, j'avais fait énormément de fiches, bien sûr, de lecture sur l'œuvre et sur ce qui avait été écrit, parce qu'il y avait quand même quelques études sérieuses, des articles, pas de livres, des études très, très bien faites, que j'ai utilisées quelquefois pour soutenir ce que je démontrais, quelquefois pour discuter leur opinion.
Justement, peut-être qu'on va enchaîner alors en parlant à la fois de cette progression vers la lumière et puis de ces lectures. Est-ce que dans ta thèse, il y a certaines personnes, peut-être aussi certaines institutions, enfin certaines figures qui ont joué un rôle essentiel du point de vue intellectuel dans les recherches de thèse, je veux dire? Bon, institution, je n'en vois pas. Bon, j'avais un directeur de thèse qui était Edmond Gross, que j'avais connu au jury de l'agrégation, mais nous n'étions pas du même côté. Lui, il était au jury et moi, j'étais candidat. Et donc, nous avions sympathisé après la proclamation des résultats. Nous avions sympathisé, ce qui fait que quand j'étais prof, à ce moment-là, professeur en Seine-et-Marne, et je me suis dit, non, ce métier me plaît, mais je voudrais passer dans le supérieur. Et je me suis adressé à lui, à Edmond Gross, pour qu'il soit mon directeur de recherche. Alors, lui était un spécialiste de la sociocritique. J'ai suivi des séminaires, mais ça ne m'emballait pas. Ça ne m'emballait pas. Et donc, j'ai fait une thèse qui n'avait rien à voir avec la sociocritique, et il n'a jamais cherché à m'orienter vers la sociocritique. Il m'a laissé faire. Simplement, il me donnait de bons conseils quand je lui présentais quelques pages, quand je m'entretenais avec lui sur tel titre ou sur la direction, certaines directions à prendre. Voilà. Donc, il avait de l'expérience, il était très intelligent, très aimable, et donc il m'a aidé comme ça. Ensuite, il y avait un collègue qui est toujours vivant, d'ailleurs, bien que retraité à Séville, et qui est un très bon poète, qui s'appelle Jacobo Cortines, qui a fait sa carrière à l'université de Séville, qui avait écrit un article assez long sur Villalón, qui était donc son compatriote, puisqu'il est Jacobo Cortines est sévillan aussi. Et je me suis servi de ce qu'il avait écrit. J'ai utilisé aussi l'introduction à l'anthologie dont j'ai parlé au début, l'anthologie que m'avait prêtée Marie Lafranc, une introduction de José María de Cosillo. Cosillo qui était ami de Villalón et qui a écrit un texte admirable, un prologue de cette anthologie et qui a été publié en 1946, après la guerre civile. Donc, très utile. Voilà. Et donc, ça a été un peu des bornes sur lesquelles je me suis appuyé. Essentiellement, ces deux. Je ne vois pas d'autres. Alors, on continue à progresser, donc petit à petit, on en arrive au jour de la soutenance. Est-ce que tu pourrais nous dire quel souvenir tu gardes de cette expérience de la soutenance, d'autant plus que tu as eu en plus une autre soutenance, celle de l'habilitation à diriger des recherches, alors l'une ou l'autre ou les deux? Oui. Bon, alors, l'habilitation à diriger des recherches, à l'époque, n'existait pas. Ça n'existait pas. Simplement, je reviens un peu en arrière, nous avons eu dans l'éducation nationale à un moment un ministre qui a décidé que les enseignants du supérieur qui étaient encore assistants ou être assistants, qui ne soutiendraient pas une thèse, au moins une des deux thèses, parce qu'à l'époque, il y avait la thèse d'État et la thèse de troisième cycle, qui ne soutiendraient pas au moins une thèse de troisième cycle avant, je ne sais pas si c'était 1 an ou 2, n'avaient plus la garantie de demeurer dans l'enseignement supérieur. Alors, comme j'avais à cette époque trouvé des inédits de Villalón, j'ai fait une édition critique des inédits de Villalón. Des inédits, des brouillons, tout ce que j'ai trouvé. Et ça a été donc ma première expérience doctorale. J'ai soutenu cette thèse en 1981 à l'université de Montpellier. Et donc, une fois obtenu, j'étais assuré de pouvoir rester à mon poste dans le supérieur.
Et alors au jury, il y avait bien sûr Edmond Gross et mon collègue et ami à l'université de Perpignan, René Andioc, que nous avons perdu hélas aussi. Et il y avait une professeure de Montpellier qui s'appelait Lucie Personneau, qui avait fait une très belle thèse sur Vicente Aleixandre. Voilà, donc ça a été ma première expérience. Et ensuite, eh bien, jusqu'en 86 pour l'autre soutenance. Alors, le jury de ma soutenance de doctorat d'État, décembre 86, était composé de Bernard Seuzé, qui était président, qui est disparu, hélas, il y a peu de temps. Edmond Gross, alors à l'époque, le directeur de recherche était le rapporteur, maintenant ce n'est plus ainsi, donc il y avait Edmond Gross. Un autre Montpelliérain qui était Jean Thénat, des profs à Montpellier. Il y avait ensuite Marie Lafranc, qui était venue aussi, et Eutimio Martin d'Aix-en-Provence, spécialiste de Lorca, de poésie. Ah oui, pardon, j'oubliais. Et je voulais qu'il y ait dans le jury un espagnol. Et donc l'espagnol, c'était Jorge Urrutia, qui était professeur à cette époque à l'université de Séville. Ensuite, il est parti à Madrid. Donc, il y avait Urrutia. Bon, le souvenir, c'est de partir avec ma femme, mes enfants, au moins les deux, non, la plus grande, parce que les autres, il valait mieux, ils étaient trop petits pour leur infliger une soutenance de thèse. Un ou deux amis non universitaires qui sont venus comme supporters et ensuite des collègues de l'université de Montpellier qui assistaient. Voilà, et donc nous sommes partis à Montpellier et je suis parti avec toute ma pile d'exemplaires parce que j'avais ajouté des annexes, une grosse pile. Voilà, et donc c'était à l'université Paul Valéry. J'en garde un bon souvenir. Alors, on va passer à la question suivante, à laquelle en partie tu as déjà répondu, mais on va peut-être revenir quand même un peu sur tout ça. La question, c'était est-ce que l'enseignant-chercheur que tu as été après cette double soutenance de thèse a été en quelque sorte modelé par ces recherches, par ce temps de recherche, donc à la fois de la première thèse et puis de la thèse d'État? Aussi bien, j'allais dire, aussi bien dans les méthodes, les théories ou la façon de travailler que même dans l'enseignement. Oui, j'ai mis plusieurs fois Villalon au programme, en particulier de première année. Et bon, les étudiants, je crois, étaient intéressés autant par la personne du poète que par son œuvre. Et j'avais mis au programme une œuvre qui n'est pas facile, qui est la deuxième, qui est la Toriada, c'est un long poème de 520 vers qu'il a publié à Malaga. C'était Emilio Prados et Manuel Altolaguirre qui dirigeaient à la fois l'imprimerie et l'édition. Et j'en avais fait une édition ici à Perpignan, chez un petit éditeur de Perpignan, une édition bilingue. J'avais traduit avec introduction bilingue aussi. Alors, c'est un livre qui est épuisé aujourd'hui. Et donc, je pense que les étudiants, enfin, j'avais eu de bons retours. Quand je rencontre quelquefois des étudiants, certains sont déjà retraités, comme moi, et ils s'en souviennent. Voilà. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'en général, c'est ardu, non, de commencer en première année par de la poésie. Oui. D'autant que dans la Toriada, les poètes de 27, comme tu le sais,
avait décidé d'écrire une œuvre, un poème, en imitant un peu Góngora. Alors Alberti avait commencé la Soledad Tercera, qu'il n'a pas terminé, et Villalón, lui, est allé jusqu'au bout. Et donc c'est une œuvre qui n'est pas facile au début, quand on la découvre. C'est un peu comme quand on lit Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa. On le lit pour la première fois, même si on connaît déjà l'espagnol, on ne comprend pas grand-chose. Et là, c'est pareil. Et je crois que les étudiants avaient été intéressés par ce côté. J'avais mis aussi plusieurs fois le Góngora, les Soledades ou le Polyphème au programme. Les étudiants aimaient ça, cette sorte de recherche, de découverte du texte, qui au début, la réaction était toujours la même, ça veut rien dire, on ne comprend rien. Et puis quand ils découvraient le texte, ils comprenaient ce que disait le poète, ils étaient enchantés, ravis. Et donc j'en garde de bons souvenirs de cela. Et alors, sur le point de vue recherche, alors on le sait, hein, Villalón t'a accompagné le long de ton parcours universitaire. Tu l'as déjà, parce que l'une des questions que l'on pose d'habitude dans ces entretiens, c'est la question de savoir si les personnes que l'on interroge ont relu leur thèse. Alors là, on imagine bien, en partie tu y as répondu puisque tu nous as dit que tu l'avais édité. Est-ce que la version imprimée que tu nous as montrée tout à l'heure est exactement la même, ou est-ce que tu as introduit des changements, tu as fait des modifications pour passer de l'une à l'autre? Non, Non. non, c'est la même. C'est là. Parce qu'il y avait la thèse proprement dite, qui était l'étude, et ensuite il y avait quelques annexes. Par exemple, j'ai eu la chance, quand j'ai retrouvé les inédits, de retrouver en même temps, chez la même personne, qui était la sœur de la Argentinita, qui était la danseuse Pilar López, la sœur de Encarnación. Je peux raconter comment. Oui, je peux raconter comment. Bon, quand j'ai commencé à travailler sur Villalón, une de mes premières préoccupations a été de retrouver des gens qui l'auraient connu. Et je connaissais déjà José Luis Cano, avec qui j'avais échangé quelques lettres, je crois, où j'avais publié un compte rendu dans Insula dont s'occupait Cano, et je connaissais un peu José Luis Cano. Et je me suis adressé à lui pour lui demander. Lui-même n'avait pas connu Villalón. Et c'est lui qui m'a orienté déjà vers Jacobo Cortines à Séville, et qui m'a orienté aussi vers Manuel Alcón. Manuel Alcón, romancier, académicien, était le cousin germain de Villalón. Donc, je suis allé à Madrid dès que les grandes vacances sont arrivées, fin juin. Je suis parti à Madrid. J'avais donc des numéros de téléphone, parti à Madrid, à Séville. Et là, j'ai pu contacter Manuel Alcón, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, l'année suivante aussi, etc., jusqu'à sa mort, je l'ai vu. J'ai rencontré Gerardo Diego, qui m'a reçu très aimablement chez lui dans la rue Covarrubias. Et je suis toujours en relation avec sa fille, d'ailleurs, sa fille aînée, Elena, très, très aimable. Et quand je suis allé à Séville, j'ai rencontré Jacobo Cortines, qui a à peu près mon âge maintenant, peut-être légèrement plus jeune. Et Cortines m'a dit, tu sais, quand Villalón est mort, alors je reviens un peu en arrière. Villalón a hérité de son père, qui était un terrateniente, un grand propriétaire terrien andalou de Morón de la Frontera. La famille vivait dans un petit palacete, on disait à l'époque, très beau, avec plusieurs patios intérieurs, vivait là. Et toute cette enfance de Villalón, cette jeunesse a été évoquée par Manuel Alcón dans un livre
qui s'appelle Recuerdos de Fernando Villalón. Un livre qui a eu du succès, plusieurs rééditions, beaucoup de rééditions, dont une récente. Donc, Villalón a hérité, le père de Fernando, le comte de Miraflores de Los Angeles, don Andrés, avait deux fils. Fernando était un fantaisiste, éleveur de taureaux, mais qui manquait de rigueur, qui peu à peu s'est ruiné, a perdu énormément d'argent là-dedans. Et l'autre fils, qui lui a fait des études de droit, qui était sérieux. Donc, le père a donné les meilleures terres, celles qui ne demandaient pas beaucoup de soins, les oliveraies, par exemple, à son fils Fernando, se disant, au moins, il pourra vivre aisément, hein, tandis que l'autre, il lui a donné des terres un peu plus ingrates. Mais ces terres ingrates qui existent toujours, c'est le fils adoptif de Jerónimo qui s'en occupe, et eh bien, il a fait fructifier la part qui lui était revenue. Fernando, lui, a commencé à perdre l'argent, perdre, non seulement perdre l'argent, mais avoir des dettes, si bien que en 29, il a été obligé de hypothéquer sa maison de Séville, maison qui existe toujours dans l'ancienne Juderia de Séville, hypothéquée et des dettes. Et Jerónimo lui a proposé le marché suivant. Je paye toutes les dettes pour sauver l'honneur de la famille, mais tu ne restes plus à Séville, c'est pas possible. Et donc, il lui a loué un appartement à Madrid, et Fernando est parti avec sa compagne, parce que comme il était j'allais dire inconformiste, je ne trouve pas le mot, dans tous les domaines, il ne s'était pas marié, il aurait dû se marier, et se marier, avoir des enfants, faire fructifier sa fortune et la léguer à ses enfants. Alors lui, il a vécu maritalement avec une femme du peuple qui n'était pas gitane, parce que Albert, il dit qu'elle était gitane, elle n'était pas du tout gitane. C'était, paraît-il, une femme très belle, et donc il a vécu avec elle, et ils sont partis à Madrid, tous les deux. Seulement, il était déjà très malade, ils sont partis à l'automne 29, et il est mort en mars 1930. À Madrid, il a eu quand même une vie littéraire. Il a fréquenté des tertulias, il a publié des poèmes qui s'appellent Audaces fortunat juvat et timidos repellit. C'est un poème qui est quelquefois cité comme poème surréaliste, sur lequel a écrit très bel article Claudie Terrasson, notre collègue. Voilà. Et donc, quand Fernando est parti à Madrid, il a emporté sa bibliothèque, ou au moins une grande partie de sa bibliothèque. Mais enfin, beaucoup de livres, plus beaucoup de papiers, des inédits, des brouillons. Bon, donc, je fais la connaissance de Jacobo Cortines, qui me dit où sont tous ces papiers. Il me dit, voilà, c'est Pilar López qui les a. Parce que, alors, il y a deux versions. Première version, Fernando meurt à Madrid. On l'opère en catastrophe de ses reins et il meurt pratiquement sur la table d'opération. Et sa compagne, qui s'appelait Conchita, se retrouve seule à Madrid. Alors, première version, Ignacio Sánchez Mejías et sa compagne, la Argentinita, viennent voir Conchita. Et Ignacio lui dit, écoute, tu as tous les papiers de Fernando là, tous les livres, je t'achète tout. 50 000 pesetas et j'emporte tout. Et c'est ce qui s'est passé. Tous ces papiers, tous ces livres. Alors, comme lui, quand il vivait à Madrid, Ignacio vivait tantôt à l'hôtel, tantôt chez la Argentinita,
tout ça va chez l'Argentinita, calle del General Arrando, où a vécu aussi Machado, qui s'appelait rue Godet, un général franquiste à l'époque, quand je l'ai vu. Après, elle a changé de nom. Bon. Et tous ces papiers vont chez là. Et donc, ils sont chez l'Argentinita. Ignacio meurt en 1934. Reste l'Argentinita. Et les papiers restent toujours là-bas, et les livres sur les étagères. L'Argentinita meurt à son tour à New York, en 44, je crois, ou 42, 44, elle meurt. Elle reste Pilar López dans ce grand appartement, petit, très grand appartement. Et les papiers sont là, et ils dorment toujours. Et Jacobo Cortines avait pu connaître Pilar López, était allé chez elle, et elle lui avait montré, à lui et à un collègue à lui qui s'appelle toujours Alberto González Troyano, leur avait montré les papiers, les inédits. Et alors, Cortines me dit, elle nous a laissé voir, laissé feuilleter, mais c'est tout. On n'a pas pu obtenir plus. Alors j'ai tenté ma chance. Je reviens en arrière pour dire qu'il y avait deux versions. La première version, c'était celle-là. Ignacio achète Ignacio ou l'Argentinita. Et c'est la version que m'a donnée Pilar López. M'a dit, c'est pas Ignacio qui a payé, c'est ma sœur. C'est ma sœur, l'Argentinita, qui a acheté. Et donc, tous ces papiers lui appartenaient. Bon. Deuxième version. Quand je suis allé à Séville, j'ai pu connaître Conchita, qui avait à l'époque plus de 80 ans, qui vivait dans le vieux Séville. Voilà. Nous y sommes allés avec ma femme, nous l'avons rencontrée plusieurs fois. Et elle m'a dit, oui, Ignacio est venu avec Encarnación López. Ils m'ont dit, on emporte tout maintenant, mais je n'ai jamais reçu l'argent. Alors, qui dit vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, quand j'ai eu à écrire là-dessus, j'ai donné les deux versions et il ne m'appartient pas de dire qui avait raison. Le temps est passé et puis ça n'a pas tellement d'importance. Et donc, j'ai pu avoir, par Cortines, le numéro de téléphone de Pilar López. Je me suis présenté et elle m'a autorisé à venir chez elle. Elle m'a montré les papiers. Alors, j'ai vu beaucoup, je connaissais déjà l'œuvre de Villalón, j'avais déjà lu beaucoup de textes que je ne connaissais pas, des inédits. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, je suis un universitaire français, je travaille sur Villalón, est-ce que vous m'autoriseriez à photocopier tous ces papiers? Et elle m'a dit oui, elle a accepté. Donc, je suis retourné le lendemain chez elle, et j'ai emporté des liasses et des liasses, et j'ai passé une journée dans atelier de reprographie, et j'ai fait des photocopies. Voilà. Et donc, dans tous ces papiers, il y avait des brouillons, il y avait des premières versions de poèmes publiés, il y avait un peu de tout, et j'ai pu en faire une édition critique en 85 sous le titre de Poesias inéditas. Un volume qui a été publié à Madrid par un éditeur qui a disparu, L'Homme et sa maison d'édition, qui était Trieste. Voilà, en 85, une très belle, très jolie édition. Et toujours chez Trieste, en 87, j'ai publié sous le titre de Obras, Poesia y prosa, toute la poésie inédite, la poésie publiée, la poésie inédite, plus des travaux qu'il avait publiés dans des revues, et j'ai fait ce volume. Et après, plus tard, en 98, chez Cathédrale, j'ai fait la Poesia completa. Et c'est après que j'ai trouvé encore un petit livre, j'ai trouvé à Fuente Vaqueros,
parce que la casa natale, ça s'appelle Museo Casa Natal de Federico García Lorca, a acheté à Pilar López les papiers, les a achetés, ils sont conservés là-bas, très bien conservés. Et je suis allé un jour, j'ai regardé un peu tout le catalogue et j'ai vu une œuvre qui s'intitule Semblanzas de Matadores. Et avec leur accord, on a fait une édition qui a été faite à Granada par le patronato de la Casa Natal de Lorca, une très jolie édition. Voilà. Ce qui fait que si un jour on refait des poésies complètes, j'ajouterai ce petit livre où il fait des portraits souvent comiques, satiriques, des grands toreros de l'époque que lui a connus, comme Joselito, Belmonte et beaucoup d'autres. C'est magnifique tout ce parcours éditorial parce que ça nous rappelle que c'est ce qui est inhérent à la recherche. Toute recherche est encore en devenir. Enfin, on redécouvre des choses et on fait de nouvelles éditions jusqu'à il y a très récemment d'ailleurs. Ouais. Tu as publié encore des mises à jour, notamment bibliographiques, sur Fernando Villalón. Donc, on remet constamment le... Et là, c'est pas fini parce que quand je suis allé chez Pilar López, et j'allais chez elle, elle avait tout un mur qui était couvert de livres. Et elle m'a dit, mais ça, c'est la bibliothèque que ma sœur a achetée. Alors, je lui ai demandé l'autorisation d'en faire l'inventaire. Et ça, c'était en 77. Donc, j'ai commencé en 77, en mois de juin, sans doute pendant 15 jours ou 3 semaines. J'ai continué en 78. Je me souviens plus si en 79, et que j'ai passé énormément d'heures chez elle à faire des fiches. Je fais des fiches où je notais tout ce qu'il fallait noter sur un livre, le prix, le libraire, le tampon du libraire, tout. Et donc, cet inventaire a fait partie de l'appendice de ma thèse. Et ensuite, après avoir soutenu, bon, ce volume, ça faisait un volume parce qu'il y avait quand même 903 livres. Lui, a dormi dans les étagères. Et comme j'ai eu l'occasion d'aller assez souvent à Séville et de devenir l'ami du directeur de la bibliothèque municipale, en parlant de ça, je lui ai dit, voilà, j'ai ça chez moi. Et il y a 2 ou 3 ans, j'ai donné à la bibliothèque municipale de Morón de la Frontera, puisque Fernando est né à Séville, mais la famille était de Morón de la Frontera. Donc j'ai donné un exemplaire de ma thèse que j'ai montré tout à l'heure, un exemplaire de la thèse de 3e cycle, plus toutes les photocopies, tout ce que j'avais pu ramasser sur Fernando Villalón. Ce qui fait que je leur ai envoyé 30 kilos de papier. Par ma messagerie, 30 kilos de papier, et avec tout ce que je possédais sur Villalón. J'ai gardé, évidemment, des œuvres, des livres, parce que continue. Et alors, le directeur de la bibliothèque qui a réceptionné tout ça m'a dit, mais cet inventaire, il faut le publier, ça, on va pas le laisser dormir. Et donc, nous nous sommes mis au travail, lui et moi. J'avais déjà fait une introduction dans ma thèse pour cet inventaire, je l'ai reprise, retouchée, et lui-même, en grand professionnel du livre qu'il est, a fait aussi une introduction, parce qu'il y avait des œuvres très anciennes, je crois que la plus ancienne remonte, je ne sais plus si c'est 16e ou 17e, plus beaucoup de livres dédicacés, une quarantaine des amis de Villalón. C'est une bibliothèque très, très intéressante. Et donc, on a fait une édition qui sera publiée par les éditions Renacimiento à Séville. Voilà, ce sera le dernier acte. Avec l'aide financière, parce qu'il est évident qu'un inventaire de bibliothèque ne se vend pas comme le prix Goncourt ou Planeta. Grâce à cette aide,
sera publié, puis ça intéressera des spécialistes, des bibliothèques, comme ça. Des bibliothèques, assurément. Et puis, c'est un travail de recherche extrêmement précieux pour les futurs chercheurs. C'est vrai que c'est merveilleux d'avoir accès à déjà cet inventaire bien agencé, édité. C'est une des sources absolument indispensables pour les travaux des recherches. Alors, justement, en parlant de futurs chercheurs, en général, l'une des questions que l'on pose également dans ces entretiens, c'est quel conseil tu donnerais aux doctorants ou aux futurs doctorants, d'ailleurs, peut-être aux personnes qui envisagent de conduire une thèse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu aurais des choses à leur dire, à leur conseiller? Leur conseiller de ne jamais se décourager, de ne jamais, même dans les moments d'obscurité, parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on est dans les ténèbres, qu'on ne peut plus en sortir. Parce que à cette angoisse s'ajoute celle de la vie de tous les jours, du travail, de la famille. Donc, quand autour de soi, la famille va bien, que si les enfants ne posent pas trop de problèmes, si avec les collègues on s'entend bien, si tout va bien, mais si quelquefois plusieurs négatives se conjuguent, c'est difficile. Et donc, on peut avoir tendance à dire, bon, mais je laisse tomber, c'est trop dur. Donc, toujours marcher, comme avait marché Guillaume, toujours continuer à avancer et y croire. Parce que il arrive un moment où on voit, comme le petit poussé, une lumière et on retrouve la lumière. Voilà, je donnerai d'abord ce conseil. L'autre conseil, c'est de ne pas faire travailler que sa tête, essayer de faire travailler son corps, de sortir, de respirer, de marcher, de faire un sport, faire quelque chose, avoir une autre, sinon une autre passion, du moins un autre intérêt physique, courir, jouer dans une équipe, faire du vélo, serait le principal conseil. Tout à fait. Pour justement essayer de poursuivre ce chemin dans ces palais non, dont tu nous parlais tout à l'heure, et du coup, être capable de jamais perdre de vue cette lumière et ces différentes lumières qui tout de même tracent un chemin, ou au travers desquelles on trace un chemin. Moi, j'ai sincèrement plus de questions, mais si jamais tu vois un aspect que peut-être on n'aurait pas évoqué qui serait intéressant, surtout n'hésite pas à me dire. Sinon, pour moi, c'est absolument parfait. A priori, non. Non? Bon, en tout cas, alors en revanche, il me reste à te remercier très chaleureusement pour cette belle discussion, conversation autour de la thèse et puis d'un parcours de chercheur au-delà de cette thèse, non, à partir de cette thèse. Et, et donc un parcours voilà, qui se prolonge, même si tu as parlé de dernier acte, là, on ne sait jamais, en tout cas, avec évidemment une prochaine publication, donc qu'on sera ravis de découvrir avec cette bibliothèque, cet inventaire de cette bibliothèque. J'ai eu l'occasion d'aller de nombreuses fois en Andalousie, à Séville et à Morón de la Frontera. Et en 2018, 2017, le conseil municipal de Morón de la Frontera a décidé de me nommer hijo adoptivo de la ville pour mes publications sur Villalón, pour l'avoir fait connaître, d'autant que j'avais fait aussi une édition d'un livre inédit aussi que j'avais trouvé à Banyuls-sur-Mer, chez la nièce de Manolo Valiente, qui était républicain, artiste, peintre, sculpteur, et qui a passé la frontière en 1939 et qui ensuite a vécu ici dans la région
Il était un artiste connu. Et donc, chez sa nièce, j'ai trouvé un texte qu'il avait écrit quand il était au camp d'Argelès, un texte où il raconte comment il a passé la frontière et comment il a vécu ensuite, et en Espagne aussi, sa jeunesse. Donc, c'était un texte tout à fait inédit, et aussi un recueil de poèmes qu'il a écrit au camp. Et Manolo Valiente, était originaire de Morón de la Frontera. Et donc, les, le maire, les intellectuels et autres, et plus de Morón de la Frontera, ont été sensibles à ce qu'un Français, un étranger, publie cette œuvre. Voilà. Et donc, ils m'ont nommé hijo adoptivo, ce qui a donné lieu aussi à une belle cérémonie à Séville, à Morón de la Frontera. Voilà. J'ai beaucoup des liens avec Morón de la Frontera. Oui, c'est bien. Je voyais bien que tu n'osais pas le dire. J'essayais de chercher la formule pour l'indiquer à un moment donné comme couronnement, effectivement, de cette carrière de chercheur. Et puis avec ces coïncidences, donc avec ces deux auteurs de Morón de la Frontera, ben oui, c'est une reconnaissance qui est rare, en fait, dans le monde de la recherche en général. Ah ouais. Donc c'est d'autant plus remarquable, donc c'est très bien de l'avoir mentionné. Et puis, il me semble que l'on peut aller jusqu'à dire tout de même, pour clore cet entretien, que c'est une reconnaissance plus que méritée. On pourrait d'ailleurs citer les 2 derniers ouvrages que tu as publiés, parce qu'on ne les a pas mentionnés dans cet entretien. L'ouvrage qui s'intitule La pica y la pluma, que tu as publié en 2011 chez Renacimiento à Séville, et puis Islas del Guadalquivir, Antología, également dans cette même maison d'édition, mais en 2016. Et on pourrait peut-être également, même si ce n'était pas sous ta plume, dire que l'on retrouve Fernando Villalón dans l'anthologie des poètes, l'anthologie bilingue des poètes de 27, qui a été publiée tout récemment, qui s'ouvre pour des raisons chronologiques sur Fernando Villalón. Alors, il s'agit là d'une traduction de Claudie Terrasson, mais bien évidemment, on te retrouve parmi les remerciements à la toute fin de l'ouvrage. Donc, peut-être comme colophone, non? Pour utiliser un mot espagnol de ce parcours. Voilà, je voulais également mentionner cet ouvrage et encore une fois te remercier infiniment pour cet entretien et te redire encore une fois que donc on attend le prochain ouvrage dont tu nous as parlé aujourd'hui. Un immense merci.